Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire cette semaine, les principaux résultats du dernier week-end et puis la suite de notre série consacrée au pôle espoir de Liévin. Mais sans plus tarder, on débute donc par les principaux résultats du dernier week-end et le maintien du club Enagim dans l'élite de la gymnastique française. C'est un soulagement pour l'équipe entraînée par Claire Dessein et Sophie Jovenet à l'issue d'un match couperé contre Rouen. Les Illinoises ont finalement dominé les débats, ne lâchant qu'un duel sur les 12 disputés. Enagim repartira donc la saison prochaine dans le top 12 féminin. On revient également en images sur la 7e édition du Trail des Pyramides Noires. Pour le grand retour de cette ultra trail, 1600 coureurs se sont inscrits sur les 6 formules et distances proposées. Mêlant habilement sport, culture et patrimoine, le TPN est une formidable opportunité de découvrir ou de redécouvrir le bassin minier et son patrimoine exceptionnel. Parmi les locaux de la compétition, signalons la performance de Jérôme Hadiouk qui a bouclé les 160 km de l'épreuve Rennes en 19h57. Bravo à lui et à tous les trailers pour avoir relevé ce défi sportif. On passe à présent au football et aux derniers résultats des championnats, résultats tombés le week-end dernier. L'occasion pour nous de faire un premier bilan pour les clubs que nous avons suivis tout au long de la saison. Chez les féminines, Hénin Beaumont termine finalement au 5e rang de la régionale 1 avec un bilan de 12 victoires et 12 défaites. Si l'attaque illinoise se classe 4e, c'est la défense qui plombe le bilan du FCF avec ses 78 buts encaissés en 26 matchs. Il s'agira certainement d'un axe de réflexion dans la préparation de la prochaine saison. Chez les messieurs, Wany termine sur une bonne note en s'imposant sur la pelouse de Roubaix portugais. Les barbistes plombés, eux, par 8 points de pénalité pour avoir aligné un joueur suspendu, assurent l'essentiel au final, le maintien en Régional 2. Au niveau du district artois, justement, Montigny jouera toujours en D1 l'an prochain. Le FCM termine 5e, la faute à un départ hésitant malgré une attaque performante. Dans l'autre groupe de D1, Rouvroy finit sur le podium avec 10 victoires en 18 matchs. Très honorable au final, mais insuffisant toutefois pour aller titiller le champion noyellois et ses 16 victoires. On poursuit cette page football avec le retour de notre série consacrée au pôle espoir de Liévin. La fin de saison approche aussi pour les jeunes footballeurs de la structure. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à 2 domaines très spécifiques. Tout d'abord, l'entraînement des gardiens de but et puis en deuxième temps, l'utilisation de la vidéo dans la formation des jeunes footballeurs. Je rejoins donc mon premier invité, Michael Bénard, l'entraîneur des gardiens du pôle espoir de Liévin. Michael, merci, bonjour. Bonjour Fred. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord revenir sur votre parcours, à la fois joueur et éducateur, avant votre entrée au pôle espoir. Donc mes 2 parcours sont liés un petit peu puisque j'ai commencé très tôt la fonction d'éducateur. Faut savoir que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis mon adolescence. Donc j'ai commencé par les diplômes fédéraux pour ensuite commencer à travailler dans les instances très tôt puisque j'ai commencé à travailler au district N de football à partir de 1999. Donc fonction que j'ai exercée jusqu'à mon entrée au pôle espoir, donc ça fait déjà une petite vingtaine d'années que je suis dans le circuit. Parallèlement, j'ai eu un parcours de joueur aussi amateur, et essentiellement amateur, que dans le département de l'Aisne, où j'ai évolué, que ce soit à Saint-Quentin, Laon ou Château-Thierry, sur soit un haut niveau régional ou on va dire un petit niveau national entre la D4, la CFA2 et la Nationale 3, puisque les appellations ont changé au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'ai évolué jusqu'en 2000, j'ai joué jusqu'en 2007-2008 pour après complètement basculer sur une carrière d'éducateur. L'entrée au pôle espoir de Liévin, c'était finalement très logique par rapport à ce parcours ? Disons que sur ma carrière d'éducateur, j'ai toujours eu une fonction d'encadrement chez les jeunes, avec le suivi des gardiens de but dans les différentes sélections, départementales ou régionales en fonction de la commande de l'époque. Et puis, donc la proposition de la Ligue sur le pôle espoir venait aussi
sur quelque chose qui était un petit peu plus ouvert et novateur à l'époque, il y a 3 ans, avec un rôle un peu plus élargi que sur le pôle espoir. C'était la mise en place vraiment d'une politique technique dédiée aux gardiens de but, que ça soit sur l'aspect sportif, mais aussi sur l'aspect éducateur, avec la formation des éducateurs qui entraînent les gardiens de but. D'accord. Alors aujourd'hui, au pôle espoir de Liévin, combien de gardiens avez-vous sous vos ordres et est-ce qu'ils sont tous différents à vos yeux? Alors, donc j'ai 6 gardiens, 4 en deuxième année et 2 en première année. Alors, ils ont des similitudes et ils ont aussi des divergences. La similitude, c'est qu'ils veulent tous devenir footballeurs professionnels. Donc ça, c'est leur rêve ultime. Après, oui, il y a des grosses différences forcément, puisqu'on travaille sur des individus. Donc, j'ai des grands, j'ai des petits, j'ai des introvertis, j'ai des extravertis. Le tout, c'est d'essayer de tirer la quintessence de leur potentiel pour pouvoir les amener au plus proche possible de leur rêve. Et ça, c'est notre travail au quotidien, oui. Alors justement, au quotidien, comment s'organisent les entraînements? Est-ce que vous les avez en spécifique tous les jours? Et comment se bâtit une séance? À quel moment vous les avez? Comment ça s'organise avec notamment Georges Tourné? Donc on a, dans le cahier des charges de la fédération, les pôles espoirs doivent faire 3 spécifiques par semaine. Il y a 3 entraînements spécifiques par semaine. Moi, je les ai donc le lundi, le mardi et le jeudi. Le travail s'effectue en symbiose avec le staff technique, c'est-à-dire qu'ils ont une programmation collective qui est en place et qui doit être suivie. Moi, j'ai adapté ma programmation gardien de but à l'aspect collectif, de manière à ne pas être en décalage avec ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est-à-dire que si les attaquants, si le collectif est sur la finition, moi, je ne dois pas être sur le jeu offensif non plus du gardien de but. Je dois les préparer à recevoir des frappes, donc je serai forcément sur l'aspect défensif. Après, on est sur la commande du staff, entre guillemets. Moi, le lundi, je sais que je les ai pendant 1 heure. Peu importe le contenu de séance, je sais que je les ai pendant 1 heure et que je les lâche uniquement pour le jeu. Et après, Georges ou Thomas, en fonction de leur commande, me disent tu les as 20 minutes. Tu les as 40 minutes et moi je m'adapte à ce que eux travaillent. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez à votre disposition 6 gardiens qui sont tous différents sur le plan physique. Ils le sont aussi sur le plan mental. Est-ce qu'aujourd'hui, le poste de gardien de but, il est aussi spécifique sur le plan mental? Je dirais que l'évolution du poste fait qu'aujourd'hui, on a des gardiens de but qui sont un peu plus joueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Mais à mon sens, aujourd'hui, puisque ça fait maintenant 4 ans que je travaille sur le pôle, on oublie l'aspect défenseur du gardien de but. Et on ne trouve que des gardiens aujourd'hui qui sont lisses, entre guillemets, sur l'aspect défensif. Je les trouve pas assez... Défenseur dans l'âme? Défenseur dans l'âme, c'est ça. Et donc dans cet aspect mental qu'on doit essayer de leur inculquer, moi c'est des choses sur lesquelles j'ai un œil plus averti au moment où je dois les choisir. Justement, la transition est trouvée sur la question qui suit. Vous y êtes d'ailleurs en ce moment par rapport à la génération 2009. Comment vous recrutez ces gardiens pour le pôle? Qu'est-ce qui vous attire le regard en premier? Alors, je dirais qu'il y a 2 aspects dans le recrutement. Il y a ce qu'on voit tout de suite et ce qui est caché. Choisir un gardien au pôle, ce n'est pas forcément prendre le meilleur tout de suite. Il faut vraiment bien connaître le contexte dans lequel il évolue avant son entrée au pôle. C'est-à-dire qu'un gardien qui va être en avance, qui a des bases techniques en avance par rapport à un autre, c'est forcément lié à ce qu'il a vécu avant. À savoir donc le club dans lequel il évolue, la personne, s'il a quelqu'un qui s'occupe de lui, et puis la durée aussi, le temps qu'il a déjà eu de vécu en tant que gardien, l'entraînement spécifique, combien de temps il a eu de pratique avant son entrée au pôle. Donc ça vous donne déjà une orientation sur le choix qui peut être fait, parce qu'un gardien qui est prêt maintenant, il sera peut-être pas bon plus tard. Enfin, il sera bon plus tard, mais il vivra peut-être pas loin plus tard à haut niveau. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser cette phase cachée qui ne se voit pas, de détecter les prérequis qui peuvent permettre aux gardiens de but d'aller vers le haut niveau et non pas de s'arrêter uniquement à ce qu'on voit. Pour le haut niveau, justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un profil devenu incontournable?
On va parler de la taille, puisque c'est là-dessus que je pense que vous essayez de me faire parler. Mais pas que. Mais la taille est un prérequis, forcément, on ne peut pas se cacher derrière ça. Par contre, aujourd'hui, les standards très très grands, je pense, ont vécu. On a l'exemple dans les clubs pro à côté, les deux gardiens qui sont à côté du pôle, à Lens, pour ne pas le citer, ils font 1,80 m tous les deux. Donc il y a un minimum. Maintenant, ce n'est pas un critère de choix incontournable à l'entrée au pôle, puisque c'est complètement utopique de dire qu'un gamin à 13 ans va connaître sa taille, quoi. Quand je disais pas que, est-ce qu'aujourd'hui le jeu au pied, la participation au jeu, la relance de l'équipe, est-ce que ça maintenant, ça devient aussi un des gros arguments pour recruter un joueur? Je vais dire, le gardien de but doit être complet aujourd'hui. On lui demande de jouer avec les pieds, on lui demande de jouer avec les mains, on lui demande d'être défenseur, on lui demande d'être attaquant. Donc forcément, même si moi j'attache un petit peu plus d'importance aujourd'hui à l'aspect défensif, l'aspect offensif n'est pas négligé. Par contre, l'évolution du poste fait que la qualité de jeu au pied qu'on demande à un gardien aujourd'hui est un petit peu, je dirais, à mon sens, un peu baissée, puisqu'aujourd'hui on peut repartir court sur des ballons qui sont donnés à 3 ou 4 mètres dans les 6 mètres, et puis forcément très très loin. Donc il doit posséder toute la panoplie de manière à pouvoir surtout s'adapter plus tard dans un projet de jeu qui peut être différent en fonction du club là où il va passer. D'accord. Mickaël, dernière question. On est sur les générations 2007-2008 dans ce magazine. Comment vous jugez la saison de vos protégés? Alors pour mes 2 premières années, on dira qu'elle a été compliquée puisqu'ils ont souvent été blessés. Donc, alors blessés pour différentes raisons, que ce soit croissance ou petit bobo lié à l'entraînement. Donc en première année, on pose les bases du travail de la deuxième année. Donc eux, on va dire qu'ils vont sortir de médical pour reprendre un cursus normal, mais on va dire on les a mis au travail, donc ça c'est important. Les deuxièmes années, je suis plutôt satisfait de leur évolution, puisqu'on en a 2 qui sont partis sur un stage national la semaine dernière, donc ça c'était plutôt positif. Et les 2 autres vont continuer leur cursus dans leur club, dans les clubs dont ils sont issus, donc c'est plutôt positif, et ils ont toujours cette idée d'atteindre leur rêve quelque part. Donc nous on les met juste sur orbite, on les lance, et après c'est à eux de faire le travail, quoi. Très bien. Eh bien, Mickaël, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour toutes ces précisions. Je vous propose à présent de rejoindre justement les 6 jeunes footballeurs, 3 par promotion, 3 2007, 3 2008, que nous suivons depuis le début de la saison. Dans quel état d'esprit sont-ils à quelques semaines de la fin du cursus? Eh bien, réponse en images. Nino, première question concernant ton physique. Comment ça va? Est-ce que tes problèmes de croissance sont derrière toi? Alors oui, moi j'ai pu reprendre les entraînements il y a peu longtemps. Donc je commence à repasser sur au moins 4 entraînements par jour, enfin par semaine. Et puis non, tout se passe bien, j'ai repris les matchs. Et puis le problème c'est que c'est déjà la fin de saison, donc c'est compliqué. Jules, quand on s'est vu il y a 3 mois, tu avais un petit souci à la hanche. Comment va le physique aujourd'hui? Bon, c'est carrément mieux. Là, j'ai repris depuis 4 semaines, sachant que j'avais fait 5 mois d'arrêt. Donc le physique, c'est un peu dur au début, mais là, c'est bon, je reviens bien. Tu étais en période de reprise, tu étais dans le groupe sur certains jeux. Comment ça va depuis? J'ai repris donc, avec le groupe, et il y a un peu moins d'1 mois, je me suis refait mal donc, au ligament. Donc mon ligament, c'est distendu. Donc je revois le chirurgien le 20 juin. Comment ça va? Est-ce que tu as eu une bonne nouvelle en provenance de la fédération pour ta sélection? Pour l'instant, j'ai effectué pour moi une bonne sélection et on aura les résultats d'ici fin juillet, début août. Dans quel état d'esprit tu te situes là? Je suis... forcément, je dois être quand même positif. Je suis quand même un peu déçu, car j'aurais bien aimé terminer cette saison avec le pôle, car il reste pas longtemps. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'aller à Clerf et de vivre ce moment important? Ça représentait beaucoup parce que ça a été pour moi un objectif. Et puis c'est à moi de continuer de travailler pour y retourner. Concernant la vidéo, qu'est-ce que ça t'apporte toi? Ça apporte à ce qu'après un match par exemple, on ait un retour sur nos performances, sur le match qu'on a fait, et puis sur les déplacements, les courses, ce qu'on a fait dans le match, quoi. Est-ce que tu es en demande parfois de vidéos, toi?
Bah, ici, on a la chance d'avoir des vidéos bien faites et rapides, donc j'ai même pas le temps de demander, ça vient directement. Est-ce que c'est facile de se voir à la vidéo? Non, c'est pas facile parce que c'est pas ce qu'on pense. Ah, c'est sûr, c'est bizarre de se voir derrière la caméra, mais ah non, c'est pas surpris parce qu'on sait ce qu'on a fait dans le match. Après, c'est sûr, sur la vidéo, c'est pas les mêmes vues, les mêmes positions, donc c'est un autre match en fait qu'on voit. Quel bilan tu tires de ces 2 années ici au pôle? Je tire un bilan positif car humainement, j'ai beaucoup appris. Footballistiquement, j'ai aussi appris, malgré cette année au pôle qui a été un peu gâchée par ma blessure. Bon, la première année, je pense que je l'ai fait à moitié, vu que 5 mois blessés, ça coupe un peu l'année, mais sinon, le bout d'année que j'ai fait, oui, j'ai bien évolué, j'ai bien progressé. Je suis content de ce qu'on fait ici, je suis fier d'avoir été pris dans le pôle, c'est vraiment superbe. Après, le problème, c'est que j'ai pas fait forcément tout ce que je voulais faire ici. Mais sinon, non, franchement, superbe expérience. La fin de saison approche à grands pas. Pour toi, ça sera la fin du pôle. Tu as signé à Clermont, ou tu vas signer à Clermont. Raconte-nous comment ça s'est fait avec le club de Clermont-Ferrand. Mi-saison, c'est février, j'ai effectué un essai au club du Clermont Foot 63 et ils ont été très satisfaits de mes performances et ils m'ont proposé un contrat. J'ai longuement réfléchi avec mes parents, avec mon agent, tout ça, avec le pôle, et puis on a trouvé que c'était une bonne idée, donc on s'est lancé dans le projet. Quand tu vois les deuxièmes années qui signent, qui vont s'envoler, qu'est-ce que tu penses de cette aventure? Bah, je suis content pour eux, en plus c'est un peu notre famille, comme dit le coach, donc je suis content pour eux et j'espère qu'ils vont réussir dans le foot. De retour sur le plateau de Sport Express, comme je vous le disais en introduction, cet épisode consacré au Pôle Espoir de Liévin s'attache à 2 domaines très spécifiques. Et après l'entraînement des gardiens de but, c'est maintenant la place de la vidéo dans la formation des jeunes footballeurs qui va maintenant nous occuper. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Antoine Cuisinier. Antoine, bonjour. Bonjour Fred. Alors vous êtes l'analyste vidéo du pôle. Quel est votre parcours et votre formation? Bon, j'ai un parcours, petite carrière de joueur, on va dire, un petit niveau ligue en jeune, puis après un niveau district en mode senior. Mais je me suis vite tourné vers le rôle d'éducateur, avec une famille de footballeurs. À l'âge de 13-14 ans, j'intervenais déjà auprès de mon père sur les terrains, dans mon club qui est toujours le même à l'heure actuelle. Qui est Beuvry, à côté de Béthune. Et donc, par rapport à ça, à partir de 14, 15, 16 ans, j'ai passé les premiers formations qui existaient. Donc, c'est les jeunes animateurs, déjà à Liévin. Donc, un petit retour aux sources désormais. Donc, c'était intéressant. Et puis, de fil en aiguille, j'ai évolué, des tout petits jusqu'au monde senior, masculin, féminin. Donc, j'ai balayé un peu de tout le champ possible. Structuration d'un club, éducateur. Voilà, j'ai fait un peu de tout. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce milieu? On va dire transmettre au niveau des jeunes, être à leur côté, éduquer forcément, transmettre des valeurs qui sont très importantes, je pense, dans notre rôle. Puis la passion du foot, forcément, être derrière eux, coacher le week-end les petits jeunes, les faire évoluer, les voir grandir. Et c'est vraiment la passion là-dessus. D'accord. Alors au pôle, vous occupez donc le rôle d'analyste vidéo. Quelle est votre formation dans le domaine et quel est votre rôle justement? Alors j'ai une formation un peu particulière, on va dire. Je suis un peu autodidacte dans le domaine. D'accord. Je suis quelqu'un de curieux. Et puis j'étais un peu service civique sur le district artois. Et derrière ça, sur un stage, je me suis penché sur la vidéo. J'ai trouvé ça intéressant. Puis voilà, j'ai fouillé, je me suis renseigné de comment faire, comment ça marchait. Et puis quand le pôle Espoir cherchait quelqu'un, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, on va se lancer. Puis on a mis ça en place, ça fait à la 5e année. Et donc je me forme avec des tutos, un peu comme tout le monde. D'accord. Et puis on avance au fur et à mesure. Et donc quel est votre rôle? Alors mon rôle, c'est d'accompagner sur les séances à travers la vidéo. D'accord. D'être présent également sur les matchs et de suivre quand le coach demande des choses bien spécifiques, sur le comportement individuel, collectif. D'accord. Alors on reviendra plus précisément dans quelques instants. De quel matériel vous disposez au pôle et qu'est-ce que vous filmez? Alors, on a pas mal de matériel pour différentes façons dont on souhaite filmer. On a l'accès à une caméra trépied quand on veut faire un peu de l'individuel, analyse de mouvement, analyse de gestes. On a depuis les dernières des caméras fixes sur les mains. Donc on filme à une hauteur de 10-12 mètres, donc très intéressant, vue globale. On a également une GoPro quand on veut faire des plans larges, beaucoup plus spécifiques. On a accès au drone depuis 2 ans et demi désormais.
Donc là, c'est la qualité ultime, on va dire. Et puis, on a aussi les iPads pour faire des retours, des feedbacks en direct. D'accord. Donc voilà, il y a pas mal de matériel. Une belle palette. Alors, une fois que vous disposez des images d'entraînement ou de match, qu'est-ce que vous en faites et comment vous agissez? Alors, différentes façons d'agir. Tout dépend les besoins, les demandes, les commandes. Tout se fait en staff, forcément. Ça peut partir très simplement où le coach sent qu'un jeune est en manque de confiance et que la vidéo peut lui permettre de se voir, de retrouver confiance en lui pour qu'il soit forcément bien le week-end. On peut être sur des comportements aussi à l'inverse. Hein, le garçon qui ne fait pas forcément les efforts demandés et qu'on veut lui montrer. Parce qu'on a beau lui dire, mais l'image, ça frappe, c'est fort. Donc il y a cet aspect-là. Donc beaucoup sur l'individuel, on est sur de la préformation. Voilà, donc Monsieur Tourné accorde une grande importance à cet aspect-là. Mais on peut et on est aussi sur l'aspect un peu plus collectif lors de matchs où on fait des retours. Et pareil, différentes façons d'agir. Soit des retours, on regarde le match avec eux, on les questionne, on les interroge sur ce qu'ils veulent voir. Ou des montages où avec le staff, on a regardé le match, on a vu des séquences précises et on veut les sortir pour travailler dessus et avancer au fur et à mesure. Avec les datas, les GPS dont les jeunes sont équipés à l'entraînement et pendant les matchs, est-ce que la vidéo est devenue aujourd'hui incontournable dans le football? On va dire qu'elle est très présente. Incontournable, elle va le devenir. Quand on voit les autres sports, comment utiliser la vidéo, elle est toujours présente. Mais effectivement, elle va le devenir parce que c'est présent. Les jeunes ont l'habitude de voir, ils aiment bien voir, c'est présent. Les coachs ont besoin, on leur demande de plus en plus de choses. Et si on veut coupler, on parle de data, de GPS, la vidéo à tout ça, il y a un travail en commun qui peut être mis en place et qui peut permettre aux jeunes d'évoluer, au staff également d'évoluer, aux coachs d'évoluer. Et c'est pour le bien de tous, on va dire, la vidéo. À 13 ans, aujourd'hui, ils sont déjà sensibles à cet outil vidéo, à cette importance? Mais effectivement, c'est là-dessus qu'on travaille, nous. Ils sont en préfaux. On espère forcément qu'ils vont tous devenir joueurs de haut niveau. Donc la vidéo est omniprésente à haut niveau. Donc nous, on leur apprend déjà à se voir. C'est déjà, faut le comprendre, ça, hein. On pense qu'on est un super joueur, qu'on fait des super gestes. Mais si on ne s'est jamais vu à la vidéo, des fois, on est un peu surpris. Donc déjà, il y a cet aspect apprentissage du regard. On apprend à se voir. Et après, une fois que c'est un jeu, hein, une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, ils sont très, très demandeurs. On joue un match le mercredi, on termine à 17h, ils viennent me voir au bureau à 18h, ils pensent déjà que le match est mis sur la plateforme de visionnage et ils veulent se voir. Et ils nous demandent ah coach, vous en pensez quoi de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire derrière? Et ça devient un jeu. Et entre les gamins qui entrent en première année et en deuxième année, la vidéo, dès qu'on met un match, ils viennent prendre les iPads et puis le soir même, ils regardent. Ils font leur petit débrief entre eux. Il faut voir, hein, c'est des futurs pros, on va dire. Hein, donc ils sont très, très exigeants envers eux-mêmes et envers le copain. Donc oui, la vidéo pour eux, c'est un outil de tous les jours, comme faire séance, comme l'outil technique. La vidéo est présente. Très bien. Eh bien Antoine, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour ces éclaircissements sur cet outil effectivement devenu maintenant incontournable. Ainsi s'achève ce nouvel épisode au cœur du Pôle Espoir de Liévin. Encore une fois, on remercie toute l'équipe là-bas à Liévin de nous ouvrir les portes à chaque fois que notre caméra arrive sur les terrains et dans les vestiaires. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.